Soyons indulgents, et pas de pitié. Indulgent, mais pas tolérant. Indulgence. Analysons cette douleur, indolore. Qui sait? Soyons insensés, soyons indulgents, soyons indifférents, soyons compréhensifs. Donc, nos limites en guerre. C'est ça. Tout revient au même. Pourquoi les hommes, ce qu'on appelle humanoïdes, évoluent? À un moment donné, ils sont préférés pour devenir une moniste communauté, c'est comme essence de la communauté, de sacrifier. Et non pas seulement chasser et manger ensemble, mais sacrifier entre l'un d'eux. C'est très curieux. Alors, comme il n'y avait pas de nomos, diversité faisait l'affaire et longévité était un peu moindre que maintenant. Effectivement, il faut aller dans un langage neutralisé, stérilisé, pour ne pas parler et pour nous interdire de parler du capitalisme et de la rue de la fortune et triage au sort, ou des privilèges, ou idéal de beauté, canon de beauté, ou préférence. Tout est possible. Là, je suis tout à fait dans un niveau d'analyse neutrale. Donc, en vue de quoi et en attente de quoi peut-on sacrifier l'un de nos siens, l'un de le nôtre, les siens indifférents, différenciés par petits groupements et extasiés en totalité et succomber massivement. C'est plus plausible de choisir au tirage au sol une préférence en profil grec et sacrifier et s'en jouir. Non. La guerre totale, beaucoup de guillemets, rien à voir avec la guerre totale de nos petites exquises des grandes guerres. Alors, l'homme est voué à la mort et il veut l'expérimenter, mais il ne veut pas laisser derrière lui trace, le reste, et le sien non plus. Et d'abord ses proches, d'abord c'est son environnement et toute la communauté convaincue. Et il faut trouver quand même en dehors de actes héroïques dans la chasse qui fait des personnes privilégiées qu'on les appelle chefs de tribu, mais on le sacrifie aussi. Mais guerre totale au sens de consommation de l'être extatique, ne sachant pas quoi faire avec toute cet état démuni, pour vous des armes, armures qualifiées, c'est-à-dire un certain dispositif de camouflage qui sert à une certaine mimésis pour rester inaperçu et passer
des heures et des heures en attente ce qu'on appelle guet-apens. Guet-apens, piège tendu, la communauté. C'était se communique avec un autre langage à l'absence de lumière, chuchotement. Oh, chandeur aussi, clignotement des yeux, c'est un éclat de prix et de... Voilà, imitation, mimésis animal. Mais il ne s'agit pas d'un animal, mais c'est un animal extatique, sorti de son état d'animalité, mais il ne sait pas quoi faire avec cette sortie. Il est en chagrin. Il peut facilement... Ces seules créatures apparemment qui a tendance à se suicider, au sens général, métaphorique de tous les termes à la fois. Donc, seule espèce parmi les animaux, ce qu'on appelle l'humanoïde, qui deviendra l'homme, et ça n'a pas changé cette structure, cette fondation structurelle. D'abord, c'est de ne pas savoir quoi faire pour survivre et apprendre d'autrui, apprendre des autres, de la communauté, et avoir beaucoup de temps pour s'éduquer, c'est-à-dire pour s'exercer, pour devenir habile en quelque genre de secteur d'activité. Donc une séparation, c'est-à-dire une régionalisation, être borné à un aspect, à un point de vue, mon avis. Toujours extatique, c'est-à-dire de loin, il ressemble à tout un chacun, mais de l'intérieur, il est spécialisé en couturier, par exemple. C'est-à-dire, il ne comprend que à partir et à travers les termes qui lui est déchu. L'homme est en déchéance, c'est parce qu'il lui est déchu un secteur d'activité régional et qui ne comprend rien de la totalité de la chose et de l'organisation. Au sens général du terme de communication inhérente entre les étant animal, étant inanimé, étant manufacturel, étant autre, étant de famille, étant étranger, étant ami, étant conflictuel, étant conclu de paix, etc. Donc, il n'a pas une unité transcendantale. C'est ça, pauvreté. Et nous avons cette unité transcendantale que nous appellerons l'idéologie. L'idéologie est comme une sécrétion ou un acte de défection de la société globale. C'est une sécrétion, c'est-à-dire une certaine décharge. Voilà, le lieu de dire public. Res publica, c'est la merde. Ce qu'on appelle la merde, la chose le plus incontestablement chosale et inanimée, vouée à toute
à toute distanciation, mettre en distance éloignée de soi, et tout en étant là, mais la seule chance c'est que les animaux aussi défectent et l'homme a cette chance d'imiter l'animal au niveau de défection et il cache sous les quelques roseries, roseaux sauvages et il se lavait. Il se lavait parce qu'il est moins poilu que l'animal de son semblable, c'est-à-dire mammifère très familière à lui, et d'autant plus sauvage à lui, jamais amical. L'homme peut dompter, mais apprendre à dompter une science régionale comme biochimie ou microbiologie, génétique, etc. Ça demande une spécialisation et une codification. Codification n'est pas singulière, donc généralisable et universalisable au sens où, après un espoir de vie d'une grande dompteur, ces procédés soient devenus règles universelles, applicables et transmissibles génération par génération, seulement par acte de effectuation non réfléchi, un automatisme, un processus machinal qui fonctionne, travaille dans justement le lieu de dire praxis humain, qui n'a plus besoin de penser. Penser rationnelle au sens où trouver une petite solution suivant les règles et les cas, donc pendant l'apprentissage, c'est-à-dire la transmission, mais le reste, c'est-à-dire une invention, c'est rare. Et dès qu'on trouve une invention, c'est difficile à transmettre, comme toujours, un idiome, un dialecte, une vitz, c'est-à-dire un ingénieux, un savoir-faire singulier, ça se transmet que dans une proximité extrême, suivie permanente et proche, c'est-à-dire le schéma de maître et disciple. Sinon, il n'y a qu'un tohu-bohu et charibia, et une perte totale et de ricaner, des fous rires, et beaucoup de fumer et extase, danse et dormir. Et voilà. Donc, ce qu'on appellerait à peu près le schéma d'amitié ou une certaine congénalité au sens de, voilà, une certaine une descendance ou un proche ou une adoption. Les schémas sont à peu près limités quand il s'agit des individualités dans leur amplicité, dans leur proximité, ou bien sûr, plus ultérieure étape d'une nomos, adoption, c'est-à-dire une trésor de guerre attrapé, chassé
encore vivant peut être domestiqué. C'est-à-dire l'esclavage, donc il s'agit d'une adoption, un processus d'adoption et apprentissage et la traduction. C'est la première fois qu'il intervient au sens vif du terme, la tâche du traducteur, la tâche quotidienne d'apprentissage, apprendre une langue, habiter une langue et devenir, bien sûr, le sien, non pas citoyen, mais le sien adopté, c'est-à-dire auxiliaire, suppléant, ersatz. Lui non plus, il ne comprendra pas la totalité d'un fonctionnement comme tout le monde. Et ce qu'on appelle un changement de pas, rythme, et un saut ou une déchéance, une scène de vengeance, et non pas une équation d'une loi de Talion. D'ailleurs, la loi de Talion, avec ses formules d'équation, c'est ouvert à toutes sortes de métaphorisation au sens de vengeance ou expiation. Au moment voulu, alors ainsi ou à l'heure su, volontaire ou involontaire, ce que j'appellerais la part maudite ou la discontinuité, autrement dit la chance qui fera le pire, qui sera capable du pire et du meilleur, le saut dialectique. C'est ici que depuis 25 ans demeure Pierre Berger. Comme vous le savez, je ne suis jamais dive, mais nous avons VEC, séparation des séparés provinciaux n'a pas ici habité. Au début, lorsqu'au Marocain tis séparation, pas je ne ai d'aller plus loin que la rue de Babylone, où habitions-nous. J'ai logé à l'hôtel Lutetia pendant 6 ans, et je me suis puis dit, je vais un peu m'éloigner, et c'est ainsi que j'ai emménagé rue Bonaparte. Oui, le vide s'émancipe. Et un vide est réservé pour l'émancipation du vide. Pour qu'il y ait un vide, le plein se rétrécit. Et le plein s'étend. Et le vide se rétrécit. Il y a un conflit éternel entre le vide et le plein, d'où l'architecture à la Wittgenstein. D'où est venue cette idée? Là, il n'y aura pas de vide dans la nature. Mais, milieu urbain, qui se définit comme une certaine antipode de son hinterland, un lieu d'attraction, un vide à remplir, un trou à remplir, un petit espace à s'entasser pour que hinterland se vide et le vide gagne la guerre contre l'urbain qui se condense et comme une métal lourde qui s'engouffre dans son vide. Et il y a un éternel retour, un jeu abominable entre le vide plein. Aucune métaphysique sauf Tao, Yin, Yang n'a pas suffisamment pensé cela.
Mais on se demande encore pourquoi le monde est encore vide. Vide de sens, vide du temps, vide de lieu, vide de personnes, vide de visage, vide d'enfants, vide d'adulte. Le monde si vide, laissé, oublié, sédimenté d'une autre époque calcaire, des étages, des strates, des fissures, les murs bordures et les escaliers de notre job. Pourquoi il n'y a personne qui descend et qui monte en même temps? Là, haut, là, bas. Si bas, si haut. Superlatif, inférieur. La bassesse, la hauteur, superlatif, surplombé, un vol d'oiseau. Il n'y a même pas un cadavre d'oiseau. Ça m'étonnerait qu'un vide ne conserve pas le cadavre de chiens, de chats, de chauves-souris. Il n'y a même pas un moustique là. Un vide vacuité de l'esprit. Un nirvana ici. Oh, bah. Aucun festin de djinns et des esprits, de mauvais esprits. Il n'y en a même pas un chauve-souris coincé dans une toile d'araignée. Un mammifère peut être mangé par par l'insecte. Tout est stérile dans ce vide, car tout est calciné. Tel qu'il est, le vide est conservé comme, bien sûr, comme l'éruption de Vésuve. Ici, c'est pas l'air, dans la proximité d'une jeune fille qui faisait un pas pour aller aux marquettes. Elle était amplement maquillée. Elle mettait des nouvelles toiles pour aller au marchand. Pour des chewing-gums vides. Sans regarder à droite, à gauche, une jeune fille comme une vierge. On dirait de loin Némésis, qui ignore son vide futur. Ses enfants, ses progénitures vides, sa descendance. Et dans sa maison cloître, elle parlait au vide, au miroir, dans la benne aquatique, sa voix vidait de son son. Alors, tout à coup, sans aucune raison, il y a eu un tremblement de terre, mais elle s'interprétait que le vide parlait avec elle. Elle a fait un pas élégant. Tout à coup, elle calcinait. Elle n'a même pas regardé
vers l'arrière. Tout était figé, plein, à la fois vide et plein, figé. Le temps arrêté sous la terre si bas. Aussi, il entendait bien la guerre du vide et plein dans un quartier vide, vide, vide et plein, plein de vide. Et c'est notre génération future vide, vide d'esprit, vide au sens de kénos, non pas kénos, mais vacuité d'esprit, un véritable développement. C'est nos pauvres chauves-souris, charmants. On ne peut pas jeter à la rue quand même. C'est progéniture. Il faut qu'il crée au vide. Et quel développement dans les milieux européens. Après ces dialogues des oiseaux, ils n'ont pas confiance des oiseaux, loin de là. Mais dans ces montagnes enclavées de mer Noire, dans les villages, là où il y a entre deux maisons, ça fait 2 kilomètres, les singulières personnes qu'on nomme Lázaro se communiquent au vide. On faisait une imitation des chants des oiseaux, mais tout chiffré et tout à fait compréhensible pour la communication locale. Donc, l'étranger voyageur croit que ce sont des chants d'oiseaux alors qu'il s'agit d'une relais de télégramme Laz. Laz veut dire, au sens péjoratif, un résidu de l'Empire Pontus qui renie sa gracité, grâce, et qu'ils ont un truc, mais seul problème, dans la langue, dont les langues sont tout à fait incompréhensibles pour n'importe quel. Peut-être que c'est moi qui ai des limites d'entendement qui ne rendent rien de rien, sauf que... Voilà. Nous avons commencé honteuse, charnelle, obscène mélodie, soi-disant exercice de respiration pour s'aspirer au vide. La théorie, quoique schématique, est bien ornementée dans ses détails et exemplifiée surtout d'hier. Ma théorie à moi, c'est une synthèse à la fois active et passive de tout ce que j'ai déjà exposé. Et on a pris un chemin ensemble. On peut rajouter ce qui est déjà fait, mais pour remplir une grande panorama théorique. C'est quoi? Alors, pourquoi j'ai exemplifié avec la chose littéraire du point de vue philologique du Coran? Parce que le préalable de la veille nécessitait cette approche plus facile et plus hardie aussi. Mais revisitons les étapes et je me pensais ce matin en venant ici, mais je n'ai pas eu le temps de développer, mais cet après-midi c'est le temps,
Alors, quelqu'un qui aura regardé ma théorie avec une œil critique, il m'objectera en disant que pourquoi il n'y a pas une trace de la critique ou critique de la critique dans votre théorie. Et vous ne parlez pas de l'aliénation, mais vous avez parlé d'une Wiederholung, c'est-à-dire être condamné à répéter indéfiniment et à son insu un drame. C'est la troisième étape qui disait que moi je ne suis pas concerné, je ne me souviens rien, et il ne s'agit même pas d'oubli, et c'était appelé le cas d'oubli de l'oubli, donc intimement lié avec Wiederholung. Alors, si ce n'était pas une critique de critique, qu'est-ce qu'on peut faire comme critique de critique? Mais je comprends la question que je pose à moi-même. Certains peuvent croire que voilà, c'est une théorie inventée pour légitimer le Coran. Ça aussi, c'est pas valable parce que le Coran ne peut pas être légitimé d'une manière philologique. C'est-à-dire, c'est le leitmotiv de début de phrase, c'est pas une légitimation, c'est juste découvrir, mettre en avant sa modalité, comment on fonctionne, c'est à partir de quoi le sujet d'énonciation parle et dans quelle modalité. Modalité, c'était appel vers rappel, surtout rappel. Donc, c'est pour ça que la question est intimement liée à l'oubli et la mémoire. Alors, si avant 25-35 ans, moi-même, je me pose la question, et avec quoi j'étais préoccupé, et ce genre de théorie, est-ce que je l'avais déjà, ou est-ce que c'est à cette théorie que je m'aspirais et m'acheminais dans mon époque, où j'étais une critique marxiste, et bien sûr en tant qu'apprenti, un peu déjà insurgé à un certain dogmatisme dans les approches marxistes. Donc j'étais déjà au départ, donc la date 1980, justement en 1980 et 82, et j'étais déjà insurgé contre un dogmatisme. Alors, la question c'était quoi à l'époque et quel rapport avec l'aujourd'hui, et quel est le chaînon manquant s'il s'agit de critique ou théorie de l'aliénation. Alors, difficile, mais je m'intéresse à une sorte de vision historique qu'on peut appeler matérialisme historique, et en préférence enrichi par l'approche dialectique. Mais en fait, c'est-à-dire en concret, avec quoi je me préoccupais de 11e, 12e siècle, de Bektashi, et des Hurrofi, et des mouvements hétérodoxes à l'intérieur de soi-disant islam en Anatolie. Je me préoccupais avec l'histoire de l'Anatolie, et l'historien que j'avais lu, d'une part Ahmet Yaşar Ocak, d'autre part Taner Timur, m'avait ouvert certaines visions. Eh bien, quand il s'agit de ma théorie ou mon espoir d'une révolte, d'une révolution, une transformation avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire l'état donné, c'est-à-dire le peuple dans son historicité, vivant en Anatolie depuis des siècles, mais qui ont des origines différentes et qui ont choisi très tardivement, dans un moment de leur histoire, l'islam.
et d'une manière habitée dans l'islam, elle s'appelait hétérodoxe et soit pendant l'époque selçukide, soit a fortiori pendant l'Ottoman. Il y avait dans chaque siècle, il y avait des insurrections de l'aspiration mystique, qu'on peut qualifier d'aspiration mystique. Je ne suis pas encore, toujours pas spécialiste en le domaine, mais je peux énumérer quelques noms. Celali, grande insurrection Celali. On a fait, il y a quelques semaines, un film, enfin dans un film, je parlais des exécutions interminables dans le port de Scutari. C'est juste après ces grandes insurrections, certaines têtes étaient amenées à Istanbul, à capitale, et exécutées pendant des semaines, et la mer est devenue toute rouge. J'ai raconté cette histoire. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Trouver ce qui fait provoquer une certaine ère insurrectionnelle dans ce peuple, soit 11e siècle, soit 12e, soit 13e, soit 15e, soit 16e siècle. Il y a des continuités et des bifurcations dans ce qu'on appelle des ordres religieux et des mouvements. À partir du moment donné, effectivement, c'était les Balkans avec Bedrettin. Et en même temps, plus tard, de mouvements qui se passaient avant Luther, qui précédait Luther. Il s'agissait de Thomas Münster. C'était ça mes lectures préférées. Thomas Münster et son rapport avec Bedrettin, le poème que Nazım Hikmet a écrit sur Bedrettin, légende de Cheikh Bedrettin, c'était ça. Mais guide mon cheminement, le domaine, le sol sur lequel j'aime avancer. Donc, ce souvenir de quelque chose, donc dans l'histoire, qu'on n'a pas vécu personnellement, et cet oubli, ou bien oubli gardé comme trace, qu'on tourne autour de laquelle et qu'on ne comprend rien, on mécomprend ou mésinterprète, c'est ça le sujet dès le départ. Et je lisais, j'étudiais la psychanalyse, la psychologie et la philosophie, et mes lectures s'acheminaient, voir ces faits aussi comme des effets, ou l'effet psychique. Autrement dit, comme Freud écrivait dans L'avenir d'une illusion, des faits historiques de cette envergure répétitive, qui ne sont pas des uniques, mais il y a des hauts et des bas, il y a des coupures et des discontinuités, mais ça ne se disparaît pas, ça se modifie. Voilà, maître mot de la phénoménologie. Et la phénoménologie, méthode phénoménologie, c'est comme si fait pour éclairer l'histoire de l'Anatolie. Bien sûr que ce n'est pas seulement Anatolie, mais Mésopotamie, Babyle, Caucase, et tous les pays balkaniques et la Méditerranée dans son entièreté. De pas d'ici, de Constantinople, aller à Tunis, à Fès, c'est seulement 2 pas avec une médiation qu'on appelle Barbarousse, Oruç, Reis, etc. Donc, on est en désert, en montagne, dans toute géophilosophie, dans cette panorama géophilosophique, il y avait des tas de domaines à creuser, à rechercher, que tous les concepts philosophiques
La philosophie, c'était encore moins, parce que on ne savait pas déjà quoi faire avec la substance, si c'est unique, si c'est double, si c'est triple. Mais la psychologie, effectivement, ou la sociologie, anthropologie, ethnologie aussi, parce qu'il s'agit d'une guerre des signes, comme il s'agit dans le concept de survivance qu'on trouve chez Ahmed Yashar Ocak, dont le titre de son livre d'ailleurs s'appelle Survivance des signes pré-islamiques pendant l'époque islamique en Anatolie. Et certains éléments bektachites analysés d'une manière anthropologico-sociologico-ethnologico-sémiotique. Et le mot qui me manquait est très riche, survivance. C'était ça. Et c'est l'origine de cette théorie de survivance était encore marxiste au sens élargi et qui venait directement d'un autre concept marxiste de développement inégal, c'est-à-dire une profonde critique contre la conception de l'histoire de Hegel et via Hegel dans le marxisme qui attendrait des étapes successives d'un développement des modes de production pour arriver au communisme. Non. Il n'y a pas dans la succession de périodes ou de modes, il n'y a pas de coupure si nette. Les survivances donc ce qui s'est oublié, ce qui s'est rappelé, et par une surdétermination qui n'est pas originelle, c'est-à-dire l'actualité faisant de blocs hégémoniques dans le monde symbolique et dans le monde vivant. Donc c'est Gramsci, surdétermination Althusser, survivance, toutes ces stades de miroir, théorie d'appellation d'Althusser qui nous renvoie. Je ne connaissais pas à l'époque Saint Paul, mais l'appel messianique m'était connu, bien sûr, messianisme, y compris messianisme juif qui existe dans l'Empire ottoman sous le nom de quoi attendez, sa bataille, Séville. Ça, c'était mes lectures sur l'histoire. Je crois que c'est une réponse assez satisfaisante, mais il faut voir les choses de plus près. Donc, mes théories ne sont pas inventées pour légitimer le Coran ni l'islam. C'est bien au contraire. C'est comment l'islam est venu à s'articuler à un mode de vie nomade et qui devient difficilement sédentaire par la force répressive du centre, c'est-à-dire du capital, autrement dit des Ottomans, en faisant une pression sur le nomade turco-nomade qui faisait des problèmes parce qu'ils ne connaissaient ni l'islam sunnite, ni une autorité invisible. Et eux, ils avaient une certaine machine de guerre et ils savaient se mobiliser. Voilà, maintenant, même Gilles Zagatari est cité avec une machine de guerre. Vous voyez, dans mon évolution, il y a une logique de continuité que je trouve. Ou bien que je déforme l'histoire, c'est possible, mais l'histoire, c'est justement, c'est pour être déformé, c'est-à-dire pour être réinterprété, ce qu'on faisait. D'ailleurs, quoique la valeur de la vérité ou véracité d'une religion, c'est indépendamment ça, nous préoccupons de l'histoire en tant que c'est déroulé et non pas en tant que si c'était vrai, si c'était original. Non, il n'y a rien d'original, il n'y a que de surdétermination et de réinterprétation qui se contaminent
et la force révolutionnaire, justement, on essaie de rappeler c'est dans quelle marge la force révolutionnaire peut faire une blog hégémonique pour que un mouvement marxiste en Turquie trouve son expression propre, appropriée au peuple qui sera capable d'être entendu par le peuple turc, donc son appel soit ciblé et non pas universel. Universel, c'est nous, les chercheurs, qui devraient être universels. Mais l'appel, entre guillemets, la partie ou non-partie, justement, mouvement, quel genre de mouvement, quel genre de rassemblement, quel genre de dispersion, quel genre de alliance de micro-pouvoir et de micro-bataille, s'il le faut, stratégique, tactique, c'est-à-dire qu'à la fois unis, à la fois dans certaines questions, on est indépendant, ou bien on fait des alliances justement avec les éléments de notre ennemi. C'est ça, cette complexité, ça qui, qui nous mobilise à penser. Avec la même chaîne, aujourd'hui, on peut expliquer la chose à quelqu'un, c'est-à-dire partie de justice et de quoi, calculement, c'est comme Errichtung. Errichtung, et non pas développement, pas du tout. Calculement, Errichtung, c'est comme calculement. Voilà. C'est une partie typiquement non insurrectionnelle, mais depuis ses débuts, c'est-à-dire là, il était maire d'Istanbul, il était déjà insurrectionnel contre le centre, c'est-à-dire à Ankara, c'est contre Atatürk. Voilà une force révolutionnaire qui sera captée à sa volonté par grand appareil impérial qu'on appelle ottoman, d'où son aspect hétéroclite, à la fois contre un pouvoir central, à la fois il restitue le plus ancien charme en mettant en parenthèse, en mettant hors circuit l'Assemblée nationale et devenant un tyran unique, décideur, et en englobant le peuple, en court-circuitant, excluant toutes les médiations entre le centre du pouvoir et le peuple en effervescence et en enthousiasme. Voilà, l'esprit du fascisme, sans loi, sans autre loi qu'une parole séduisante, qui est celle de chef. Au revoir. Alors nous payons un prix très lourd, trop cher pour nous, dû à notre détermination en tant que telle, une singularité quelconque humaine. C'est un prix assez lourd. Nous sommes, chacun de nous, des boucs émissaires surveillés dans une nuit sans fond, de toutes parts, dans une panopticon. Nous avons réussi, en tant qu'espèce, une seule chose, travail organisé et par médiation, et non pas immédiate. C'est pas disons, une communauté de travail sectorielle. Bien sûr, ça existe toujours et plus en plus, mais chacun a son côté singularisé, participant à un travail dont le déroulement plus en plus séquentiel et ne concerne moins en moins
notre moyen terme. Alors, il y a ce qu'on appelle cette préoccupation humaine à la différence des animaux qui ne font que, je dirais, non pas comme nous sucroter la chose, mais absorbés par leur travail et qui ne font qu'un avec leur effort devenu automatisme, saisonnière et inébranlable. L'homme peut toujours être en décalage dans son travail, non pas pour les raisons physiques, mais il peut décoller. Il peut y avoir un décalage, comme aujourd'hui dans mes enregistrements, et j'ai commencé très tardivement. Et cette idée de toute détermination est une négation me travaille depuis des mois et j'en trouve pas. Le premier enregistrement fait dans la rue en allant à l'hôpital. Mais maintenant, à l'instant même, je suis dans un autre hôpital, dans un état beaucoup plus confortable, mais toujours sucreté, surveillé dans une nuit abyssale et sous une lumière, à travers les ombres, à travers, voilà. Ce qu'on appelle la représentation, alors soit imaginative, soit par les moyens techniques instrumentaux ou par les coefficients de bricolage de plus bas étage, de plus haut niveau de représentation a une vertu de nous sauver, nous mettre derrière un paravent, un rideau troué, ce qu'on appellera un mur lézardé, on peut appeler miroir clair, donc il n'y avait d'un seul sens, il est transparent, mais de l'autre côté, ce miroir serait transparent, donc une glace à surveiller. Donc cette dissymétrie me hante, c'est-à-dire cette grande anecdote platonicienne de République, deuxième livre, manque de, je ne sais pas, Lysis ou quelque chose comme ça, qui nous donnerait cette onde de invisibilité, c'est-à-dire voir sans être vu. Ça existe aussi. Dans les Mille et une nuits, arabisant, et ça avait bien compris la question d'autrui. Comment nous vivons dans quel genre d'enfer? C'est ça, mode d'existence d'autrui. C'est encore pire que leur Alsace substitut qui est mode d'existence des objets techniques, qui a encore, par une perversion, qui ont encore une vertu salutaire. Donc, c'est un cercle vicieux. Pour être sauvés, nous nous encourons au travail, à des objets techniques, à des travails segmentaires, bien qu'il s'agisse d'un travail commun avec tension, ce n'est que des moments sporadiques. D'ailleurs, le travail même si dur comme tâche disciplinaire, sans lubricité, sans ludicité, sans quelque lucrativité, est une besogne trop lourde. Donc,
les hommes primitifs avaient inventé, ils avaient cette génie de leur faire une fête sporadique. Donc, aussi lourd que soit le travail, était isolé, comme chacun de nous. Moi, hier soir, j'ai fait un extrême effort insoupçonné de ma part en mon lieu, d'un effort physique pour emménager dans 5 minutes, enfin dans une demi-heure, toute la cave que je projetais d'investir, etc. Voilà. En osivité en retraite, qui a des idées, qui réalise, qui a des moyens, mais qui n'aime pas le travail collectif, qui fait tout ça avec ses forces physiques, naturelles, spontanées, jusqu'au dernier souffle, et ensuite il dort. Il redevient encore un homme. Pour aller à la guerre, dont le sujet, c'est de ne pas se battre. Non pas être vaincu, mais abattu. Voilà, abattu par la force extérieure, non pas en soi physique ni souterrain. Il ne s'agit que de forces négatives, de la détermination, de sous-détermination et de surdétermination, contre-détermination et de mauvaises interactions qu'on appellera intersubjectives. C'est l'enfer qu'il faut concéder de le traduire et de le nommer purgatoire, que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Il ne s'agit plus de paradis pastoral, c'est une époque de métallurgie ou de modification incessante des matériaux. Donc, en dépit de la nature, qui est sauvée comme une partie en relief de l'ancien monde, c'est-à-dire la nature nous est présentée dans les parcs et des parcs nationaux, etc., dans les réserves, comme une région de musée, un musée à ciel ouvert à 4 vents, mais bien surveillé, toujours cette verbe qui revient, surveillé jusqu'au bout de la nuit, sporadiquement, dans des Abstandungen superposés, contrôlés, et toutes les petites minimes, infimes différenciations et des dérivations sont annotées, mais en vue de quoi? En vue d'un renforcement de surveillance aux pointes au niveau politique, au sens d'intersubjectivité. Je suis toujours dans le terrain neutre de l'ontologie et non pas. Enfin, pour l'amélioration et la conservation de la nature aussi, on fait ce genre des efforts de contrôle et de surveillance, j'en sais bien, mais je reviens à mon thème principal. Plus on use des technologies, donc des intermédiaires qui fonctionnent à notre absence et notre intervention, notre possibilité d'intervention immédiate, bien sûr, sont perfectionnées par les nouvelles technologies de communication électronique, mais plus nous nous en mêlons dans les méandres des choses que nous avons bousillées, c'est ça le travail. La définition du travail, c'est
tout en bousillant la chose, comment faire fonctionner autrement et à notre gré. C'est ça, cette volonté de travail, sans avoir véritablement un désir. Ce n'est qu'une recherche d'un salut à bas étage, d'où mon expression de phénoménologie de bassesse, c'est-à-dire de cette grande tripartialité, la vie, le langage, le travail, notre sujet. Travail, donc, c'est une déchéance au sens de condition humaine. Langage, à plus forte raison, c'est une déchéance usage du langage. Tout en étant un être supposé intelligent, avoir besoin de cette bavardage et de retourner toujours sur la même question avec les autres idiomes, avec des inventions récentes ou des mots clichés, pour faire communiquer quoi? Toujours la même chose, toujours la même chanson avec les autres mots, langage, sauf la littérature, donc des dérivations, donc éloignement du logos, autrement qu'être, la littérature essaie de se présenter ou comme dernier espoir de salut de la défiance de la condition humaine. Qu'est-ce qu'il reste? La vie toute nue. C'est-à-dire, si ça n'existe plus, nous ne sommes plus là, et cette mince vibration à la lisière de la mort et de néant, corruption et d'une possibilité d'extase excessive, apathéos, rêvée, soit dans le terme communautaire, soit dans le terme des cieux ou de, justement, les souterrains des autres mondes au-delà des montagnes de Kaf, etc. Ce qui nous travaille pour rester, ne serait-ce que et en dépit de tout, en vie. Ce que j'appellerais cette mode refus de la transcendance, notre rapport très médiatisé avec l'infini. Voilà. C'est mon propos. Dès le départ, cet après-midi, était projeté comme ceci, c'est-à-dire toute détermination est une négation. Hegel a mal compris Spinoza, et Spinoza a dit quelque chose d'autre peut-être, mais une négativité, ça existe dans la détermination. L'homme est une détermination en tant que telle, toute singularité quelconque est une issue, produit d'une détermination. Nous déterminons, donc nous transformons avec l'abord les tâches quotidiennes, le monde. Donc nous participons à cette négativité qui est le travail, et nous parlons pour dire rien, comme annexe ou substitut ou une certaine manière d'économiser des tâches lourdes de travail. Nous parlons, c'est-à-dire nous devenons des élites, des directeurs de conscience, des directeurs des usines et des politiciens qui ne travaillent pas et qui parlent sans avoir souci de la vérité. Donc, vérité, dans son rapport, vérité, au sens absolu et métaphysique du terme, son site véritable n'est que cette mince sentiment de manque et d'angoisse qui, en pleine détermination, et d'être déterminé, déterminant de déterminer, et tel que nous sommes.
Et en tant que déterminé, nous déterminons, c'est encore pire, des erreurs, et dans un chaînon mal commencé, et dans n'importe quel point de chaîne, nous ouvrons les yeux en tant que nouveau-né. Heureusement qu'il y a une enfance, sinon ce serait encore plus pire automatisme qui nous attend. D'ailleurs, et les machines n'auront pas d'enfance. Là, ça serait une pire de modèle de développement qui va coller, qui va décoller encore plus vite parce qu'il n'y aurait pas une résistance d'infini du jeu, pour dire autrement le mot liberté, liberté de penser, de se concevoir en vérité, tout en s'effectuant comme humain, c'est-à-dire non déterminé par essence, sans essence. C'est seulement un être sans essence qui n'a pas d'automatisme, qui cherche un automatisme qu'on appellera toute sphère technologique, dont les animaux auront rarement besoin. Un système rudimentaire de communication, c'est le singe supérieur, fait déjà une drame de famille dans la horde des des singes, etc. Des petits drames qui s'oublient heureusement très vite. L'homme souffre aussi de mémoire, mais salut vient d'une autre usage de mémoire qui ne s'oublie pas et qui utilise, disons, son archive de mémoire comme une sorte de clavier pour en faire librement une nouvelle composition composée avec soi et avec les autres, bien sûr. Pourquoi pas symphonie, pourquoi pas philharmonie, sans tomber dans le beaux-arts au sens de harmonie, mais recherche, même dans la dissonance, un certain rapport à autrui, puisque d'emblée, nous partageons le même destin maudit. Maudit au sens de malédiction tombée sur nous, au sens où le sens profond de cette anecdote de chute de paradis, bien sûr. Autrement dit, scientifiquement parlant, la fin de l'âge pastoral et passage à l'époque de métallurgie et d'urbanisme, tout simplement. Alors, si je fais une vidéo avec cet enregistrement, je l'appellerai « Grand soupir de l'infini ». Sous-titre « Toute détermination, négation, mal compris ». Donc, ce sentiment de contretemps vécu intensement dans un soupir s'appellerait notre rapport à l'infini. À la faveur d'une indétermination aléatoirement réglée et bien jouée, elle était enfin dans des assises de toujours déjà prescrites, sans trop de distraction, peu de marge de liberté d'expérimentation, dans les limites d'un air mélodique qui consiste qu'à faire recommencer en un toujours déjà d'avance dit et prescrit. Et de ce jeu sans liberté, on en avait des
proscription ou en forme de cicatrice. Et une béance de non-sens ouvert comme possibilité à en jouer au plusieurs ou tour à tour, sans trop de conséquences lucratives ou haute lubricité. Aucune dose de lascivité lubrique en le labis. Un modèle ou une chaîne de lubrifiant qui se choisit sans une délibération, sans autre mesure qu'une prise de position, quoique interchangeable, ne relevant que d'une durable et éphémère ride qui se subsume sur le calendrier des grandes chandails de la vie d'autrefois, comme des scansions de commémoration de veuvage en vernissage, fils perdus dans les grandes guerres, fille damnée chez une dame de jour de Haute-Savoie, un grand-père qui tousse quand la fièvre de la nation sans domicile fixe se fixe sur une doctrine des modes à demeurer à vif écorché, à l'instar de tous les coqs de la patrie ou autres volailles, et ceci en plein milieu, en apothéose de palabres des tics de Homo locax. Oh, le bienheureux dire de l'atavisme de toutes les nations qui souffrent d'un modèle stable où on trousse en transition comme une forme héraldique dont ne sait plus à quoi croire ou à qui ou à quoi aduler, vénérer. Un film en femme pudique et publique et fraîchement vénérien en Venise ou à Florence ancienne. Et en descendant toute la côte bienheureuse de la transatlantique en deçà de ce toujours récent délai de shipping free, en croisière gay, année de baie, sous toit, inexistence des potes, extrovertis, des va-et-vient, de m'as-tu vu ou de mes guépiers, des sous-sols, des tavernes de charrettes à 3 chevaux,
entendre. Tout d'abord, je vous demande d'accepter mes excuses pour ce contretemps. Aujourd'hui, en ce qui concerne mes enregistrements qui ont commencé très tardivement et qui vont finir, je crois, bientôt. Et le concept central, c'était pourtant un contretemps. Je disais que j'ai un décalage aujourd'hui, donc je n'ai pas pu arriver au temps. Donc, ce jeu, cet sentiment d'être asphyxié par le temps, quand on dans son guet-apens, dans son piège, le temps chronologique, sans avoir beaucoup de tâches à faire, on tombe toujours dans le piège du temps. Et dès que nous soupirons et nous retrouvons le calme, nous disons enfin c'est fini, nous sommes sauvés, au moins pour l'instant, et nous débarrassons de cette lourde tâche que nous appellerons ce que nous avons vu rétrospectivement ou à l'instant même, un sentiment de contretemps. Et là, effectivement, nous nous plaçons à l'instant même de cette affection que nous avons eue à la temps qui nous torde et qui distorde cette torsion du temps sur nous, sur notre toute égoïté existence, heureusement passagère, hein, les jeux du temps, et je les appelle les enjeux intimement liés à ces ustensiles, médiation, tierces, jeux dont nous sommes issus et nous participons à leur production et à leur bon fonctionnement, bien surveillé. Voilà, je répète ma première partie de mon discours, mais notre rapport à l'infini passe par ce sentiment de contretemps surmonté par un soupir comme dernier soupir et dernier souffle. Donc, c'est près d'une exténuation des forces physiques. J'espère que immédiatement suivi par un épanchement d'autant plus fort, comme je vis à l'instant même aujourd'hui, dû à une fatigue extrême d'hier soir, tard, en rentrant, et comme j'ai précisé le contenu, aménagement de mes chaos. Imaginons que cet aménagement si hâtif et si excessif comme envie qui demeure depuis longtemps, qui est intimement lié à ce sentiment de Heimweh, recherche, être toujours à la recherche de chez soi et de Heimat, d'une certaine patrie, sentiment d'être chez soi, même qui ne s'assuit pas, en étant d'un propriétaire, Eigentum, cet immense désir à la fois qui porte une négativité extrême qui a donné lieu expressément au capitalisme par une permission aux occupations de la classe dite nouvelle de la bourgeoisie, alors que ce sentiment existe comme passion
partout. Donc, ma passion d'aménagement, ameublement, etc., liée intimement, bien sûr, à la poésie, aux arts plastiques, à la musique, comme possibilité, comme symposium. Donc, en somme, je le nomme toujours hospitalité. Hospitalité, une pouvoir, possibilité de recevoir chez soi, à l'absence ou à l'impossibilité d'une communauté libérale. Voilà. Je parle d'une utopie qu'on peut réaliser, qui peut toujours tomber en perversion, au sens où le positionnement pris au sérieux, soit qui reste comme un jeu, un simple jeu que je n'aime pas, soit qui se prend sérieux comme jeu et qui devient véritablement une tâche, un quasi-travail, etc. Donc, ce qui comptait, donc, mon effort véritable en chair et en os, ma fatigue, mon soupir, dernier soupir, pour, en vue de réaliser une étape dans ce cheminement d'aménagement d'une hospitalité qu'on peut appeler par ses dimensions polyhédra, bien sûr, un kiosque en cristal, c'est-à-dire une transcription idiomatique, figurale, allégorique, canonique de l'utopie qui nous intimement liée avec l'idée de l'infini, si infini c'était une idée. L'infini, c'est ce sentiment. Là où ce sentiment de négativité, c'est-à-dire non-satisfaction et de frustration, c'est ça, pierre philosophale. L'infini, c'est pierre philosophale. Il y a plusieurs noms de cette pierre philosophale. On peut l'appeler, bien sûr, savoir absolu, Dieu, paradis, au-delà, etc. Moi, j'ai choisi indéfini, c'est-à-dire indéterminé, et ce qui reste après toute détermination, après tout usage logoré de la parole, ce qui reste comme véritable parole à dire un jour, si un certain dispositif entre guillemets littéraire se nous permet. Et c'est ça, praxis. Si nous ne commençons pas ce travail de oui, bâtisseur, mettre une pierre sur une autre pierre, croiser de comme on dit, de bois, une chaise, une meuble, voilà une véritable rencontre multipositionnelle, comme une sorte de confessionnat, de deux artefacts, un marbre taillé, pierre taillée, une œuvre de menuiserie qui est la chaise. Une chaise qui remonte sur une chaise, qui dit que je suis une chaise, je suis fait pour l'usage. L'autre dit que non, c'est moi qui ai la chaise. Toi, tu es un crieur, tu n'es qu'un colporteur, tu ne fais que la publicité, tu n'es qu'une valeur d'échange. Moi, véritable valeur propre, c'est moi. Assez-moi, assez sur moi. Et ça devient une opéra de Karl Marx, bien sûr. Je vous salue. Au revoir.
Pourquoi alors, dans ce fin fond de la nuit, je reposerai cette question énième fois, pourquoi Sartre a préféré ou a senti une grande impulsion pour dire que les autres, c'est l'enfer. Et Heidegger, par contre, faisait une ontologie basée quand même sur l'essai-être. C'est ça, un grand enjeu. On comprend bien les conjonctures, mais c'est quand même délibération et sentiment de s'orienter vers quelque chose autre, mais on ne sait pas quoi, et on se fie. On se fie. Comment se fier à la négativité qu'on vit mal, bien sûr. On vit mal, mais épisodiquement, on sait que c'est qu'il y a quelque chose. Par exemple, l'autre jour, comme toujours, je me préparais sans un contre-temps, à temps, à un enregistrement. Donc, j'essaie de me ramasser mes esprits. Mais il y avait juste toujours dans le même jardin de l'hôpital, une famille qui était en train de parler, bien sûr, de leurs affaires quotidiennes et surtout concernant leur santé, mais avec une bureaucratie extrême, bien sûr, à suivre, le procédé à suivre. Eh bien, juste en partant, la dame a remarqué une grande arbre sous laquelle j'étais assis et j'essayais d'écrire quelque chose. Elle a dit comme ça, ah, c'est une arbre qui, non pas qui porte la bonheur, le bonheur, mais qui guérit certains maux, le mal, quand on mélange avec rosemary, etc. Là, je regardais, j'ai haussé ma tête et je regardais l'arbre et j'ai vu, bien sûr, l'arbre ancestral de notre quartier. Uniquement, c'est dans ce quartier que j'avais découvert déjà il y a des années, dont les fruits sont un peu martiens. Ça ressemble à une orange, mais pas du tout une orange. Son goût est très amer et on ne peut pas consommer. Mais cette fruit a donc des propriétés, comme beaucoup de plantes, propriété de soigner certains maux. Alors, j'avais trouvé le but, au moins, de ma journée, le but. Vous voyez, le contenu, la forme, itinéraire, contexte. Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un film? C'est ça. Une totale Stimmung et furtivement, j'ai jeté un regard aux yeux de cette dame et elle m'a regardé aussi comme réponse. Là, on a haussé les têtes et on a regardé le flux. Vous voyez? Vous voyez? Contre-temps, c'est ça. La dame était malade et elle se faisait soigner et elle avait une procédure à suivre minutieusement. Et cet arbre, c'était la transcendance, une figure de l'infini. Là, je me suis donné toute ma journée à cette figure et les jours successifs à la maison en traitant d'une manière alchimique, balsamique, cette feuille dont l'odeur
envahit ma demeure. C'est ça le bonheur. Un cadeau d'autrui, ceci. Ceci est un cadeau d'autrui. Je ne peux pas. J'aurais, à la limite, faire une autopsie de cette fruit pour voir la densité, l'odeur. Voilà, un examen standard que je fais à tout objet inconnu. Là, une seule parole de sagesse qui vient qui vient d'où on ne sait pas, qui vient d'un zag, et l'arbre est local, donc tout Chittimung s'installe comme un positionnement accru d'un Chittimung qui fait que cela existe et nous sommes là grâce